Il est 18h30 ici à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité du jamais vu, les Émirats Arabes Unis commandent 80 avions de combat Rafale, une commande record à l'occasion de la visite à Dubaï du président français Emmanuel Macron. La première étape de sa tournée de 48 heures dans les pays du Golfe. On en parlera avec Bruno Darou en plateau dès le début de ce journal. Le nouveau variant de coronavirus Omicron continue sa progression sur la planète. En France, un conseil de défense sanitaire se tiendra lundi. De nouvelles mesures pourraient être décidées. Puis la fin de la visite du pape à Chypre lors d'une prière avec des migrants cet après-midi. François a eu des mots très forts. Il a appelé à ouvrir les yeux devant, je cite, l'esclavage et la torture que ces migrants subissent dans les camps. Mais tout d'abord, ce méga contrat pour les Rafales, les Émirats Arabes Unis, je vous le disais, vont acquérir 80 avions de combat français. Un contrat signé à l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron à Dubaï, la première étape de sa tournée dans le Golfe, tournée qui doit durer 48 heures. On voit ça avec Théa Bazdarevic. Une signature historique pour le PDG de Dassault Aviation. Le groupe d'armement vient de conclure un contrat record avec les Émirats Arabes Unis. La vente de 80 avions Rafale et 12 hélicoptères Caracal. Emmanuel Macron met en avant la lutte contre le terrorisme. Donc pour moi, l'objectif, c'est ça, la paix, la stabilité et la lutte contre le terrorisme, évidemment. Et cela, c'est à la fois la vocation de la France dans cette région et c'est aussi l'intérêt de la France, parce que c'est un intérêt en termes de sécurité pour nos compatriotes. Les Rafales et les Caracal seront livrés à partir de 2027. Il s'agit du plus gros contrat d'armement signé par la France. À la clé, 16 milliards d'euros et des milliers d'emplois. On va plus que doubler la chaîne de production du Rafale, donc ça représente des milliers d'emplois, non seulement chez Dassault et ses coopérants, Thales et Safran, mais sur les 400 entreprises qui travaillent dans l'écosystème du Rafale. Mais dans la classe politique, les critiques fusent déjà. Le candidat vert à la présidentielle Yannick Jadot dénonce une France qui fait honte quand elle arme des régimes autoritaires. Et on va continuer à en parler avec Baptiste Falvoz en plateau. Baptiste, bonsoir. Après un début très difficile dans les années 2000, finalement, le Rafale enchaîne les succès. Oui, oubliez ce statut d'avion maudit, jugé inexportable par certains il y a encore une dizaine d'années. Il a fallu en fait que le Rafale fasse ses preuves au combat, donc en Afghanistan, au Levant, au Sahel, en Libye également, pour qu'il attire cette clientèle étrangère qui depuis se bouscule, en particulier depuis 2015, puisque c'est en 2015 qu'il a eu le premier contrat signé, c'était avec l'Égypte. Et depuis, 236 avions ont été vendus à l'étranger. Je parle de commandes fermes, de commandes signées, pas d'intention de commande. Les Émirats donc représentent le plus gros contrat avec ses 80 avions, 15 milliards d'euros, 17 milliards si on ajoute également les armes et les hélicoptères Caracal, loin devant l'Égypte, l'Inde et le Qatar. Et il pourrait y avoir encore d'autres contrats, je pense par exemple à la Finlande ou encore l'Indonésie, avec laquelle le gouvernement français a signé une lettre d'intention. 15 milliards qui paraissent pourtant modestes au regard du contrat du siècle sur les sous-marins, contrat qui, on s'en souvient, a été annulé par l'Australie, c'était il y a quelques semaines. Oui, c'était 55 milliards d'euros à l'époque, mais il y a une différence majeure quand même avec le Rafale, c'est que contrairement à ces sous-marins, le Rafale, il est presque entièrement construit en France et sur de nombreux sites d'ailleurs. Par exemple, prenez Dassault qui, sans mauvais jeu de mots, est le poisson pilote de ce projet et de ce groupe d'entreprises, avec 60% de la valeur finale. Dassault assemble à Mérignac, à Biarritz, à Poitiers et à Séclin dans le Nord. Thales qui fournit une bonne partie de l'électronique produit en Ille-et-Vilaine et en Gironde. Safran est présent en Essonne pour la fabrication des moteurs. On estime en fait que 400 entreprises françaises contribuent de près ou de loin, mais contribuent en tout état de cause à la fabrication du Rafale. Écoutez d'ailleurs le directeur général de Dassault Aviation. On a les trois grands, Dassault, Safran, Thales, mais on a aussi tous les petits. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très important pour eux, parce que dans le domaine aéronautique, comme vous le savez, avec le Covid, la situation n'est pas forcément très bonne, même si elle s'est améliorée ces dernières semaines. Donc c'est des milliers d'emplois, c'est 4-5 000 emplois supplémentaires. Voilà, sachez qu'au niveau de la cadence, il faut traditionnellement un mois pour produire un Rafale. Ça fait environ, si on prend les vacances, 11 Rafales produits par an. Le gouvernement français et Dassault veulent d'ores et déjà augmenter cette cadence pour au moins la doubler et donc passer à 22 avions produits au minimum chaque année.
Merci beaucoup, Baptiste Merci. Falvoz. On va continuer à parler de ce méga contrat avec vous, Bruno Darou. Bonsoir. Bonsoir, C'est Claire. du jamais vu pour Dassault Aviation. On en a parlé avec Baptiste. Mais clairement, la question des droits de l'homme, eh bien, elle passe au second plan. Et oui, c'est toujours un peu le même problème pour la France qui se présente, Emmanuel Macron l'a dit, comme une puissance d'équilibre. On pourrait plutôt parler d'une puissance moyenne à rayonnement international. Ce qui se passe en fait, c'est que la France voit bien qu'il y a une forme de retrait américain et essaye de s'engouffrer dans la brèche. Alors, le reproche qu'on peut faire à Emmanuel Macron, c'est qu'il s'y engouffre sans trop réfléchir à toutes les conséquences, de manière un peu osée, alors très bonne pour évidemment l'industrie de l'armement avec ce méga contrat, mais évidemment il sait très bien qu'il est critiqué, fortement critiqué en interne par les ONG, par certains partis politiques, sur le fait qu'il renonce à cette valeur assez fondatrice de la République française, qui est la valeur de défense universelle des droits de l'homme. Donc, si vous voulez, il y a dans tout ça une forme de cynisme assumé, une réelle politique assez froide, en fait, qui fait que, oui, les droits de l'homme, ça passe un peu en deuxième niveau. Et encore, ce qui compte, effectivement, c'est de vendre des armes, d'établir aussi ce qu'Emmanuel Macron appelle des partenariats stratégiques et diplomatiques. Et c'est vrai que c'est une région qui compte pour la France, qui a une base, il faut le rappeler, dans les Émirats arabes unis. Donc ça lui permet quand même d'être en projection, notamment sur la zone Indo-Pacifique. Donc il y a de vrais intérêts. Il ne s'agit pas de ne pas parler à ces puissances, mais de savoir où on place le curseur. Là, en allant sur place pour ce très gros contrat, Emmanuel Macron a clairement fait le choix de faire passer les intérêts économiques et militaires de la France avant les intérêts politiques au sens le plus noble du terme que la France incarne. On a presque envie de dire, il faudrait peut-être que la France arrête de mettre cette question des droits de l'homme en avant et puis assume le fait que, comme d'autres, elle fait de la réelle politique et elle cherche à faire tourner son industrie d'armement. Emmanuel Macron qui sera demain à Jeddah, en Arabie Saoudite. Là aussi, la question des droits de l'homme n'est pas la priorité. Ça intervient 3 ans après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Pour le chef de l'État, le plus important, c'est que l'Arabie Saoudite, surtout, suspende son blocus avec le Liban. Oui, alors il y a plusieurs tiroirs dans ce rapport un peu compliqué de la France avec l'Arabie Saoudite. Emmanuel Macron, il a raison quand il dit que la France ne peut pas ne pas parler à un pays aussi important que l'Arabie Saoudite. Mais là encore, ça dépend comment on parle et les gestes qu'on fait sur la scène internationale. Là, ce que recherche Emmanuel Macron, alors là, c'est pas des questions d'armement, c'est plus une manière de débloquer la situation au Liban. Le fameux ministre qui avait critiqué l'Arabie Saoudite dans sa conduite de la guerre au Yémen a démissionné, visiblement sous pression de la Critique France. qu'il avait fait en août dernier, un mois avant sa nomination. Avant qu'il soit nommé ministre de l'Information. Le fait qu'il démissionne finalement, normalement, doit contenter l'Arabie Saoudite. Et du coup, demain, quand Emmanuel Macron va rencontrer le prince héritier MBS, Mohamed Ben Salman, qui effectivement a une réputation très très entachée par l'affaire Jamal Khashoggi, ce journaliste qui avait été assassiné en Turquie dans des conditions, au consulat saoudien, dans des conditions absolument terribles. La justice de son pays l'a innocenté, mais enfin, beaucoup de dirigeants étrangers le traitent en paria. Là, ce que fait Emmanuel Macron, en étant l'un des principaux leaders occidentaux quand même à faire le voyage à Jeddah pour le rencontrer, c'est quand même une manière de le remettre en selle et de le relégitimer sur la scène internationale. Merci beaucoup, Bruno Darou, pour votre éclairage. On va en venir maintenant à la nouvelle vague de Covid-19 et l'apparition de l'inquiétant variant Omicron. De nombreux pays multiplient en ce moment les mesures de restriction. La Belgique, par exemple, a décidé tout à l'heure d'avancer les vacances scolaires des écoles primaires d'1 semaine. Et puis en France, je vous le disais, un conseil de défense sanitaire se tiendra lundi. On fait le point justement sur la situation dans l'Hexagone avec Jules Boiteau. 9 cas du variant Omicron sont à présent confirmés en France. Il s'agit à chaque fois d'individus ayant récemment voyagé en Afrique. Le tout premier diagnostiqué rentrait du Nigeria, un homme d'une 50aine d'années. Au moment du test, il ne présentait pas de symptômes et n'était pas vacciné.
Le 25 novembre, il est testé positif au Covid-19. C'est dans ce laboratoire spécialisé de Paris que son échantillon a été analysé. C'est là que les échantillons sont mis en contact avec le réactif qui va permettre de détecter si certaines mutations sont présentes. Le criblage cible uniquement certaines parties du virus. Pour identifier avec certitude le variant, il faut utiliser cette machine pour connaître l'intégralité du génome du virus. Cela s'appelle le séquençage. Le séquençage, c'est donc la lecture, comme dans un livre, du génome du virus, où chaque chapitre du livre correspond à un gène du virus. Et dans chaque chapitre, on va regarder chaque mot et on va voir si des mots ont changé. Pour les scientifiques, d'autres cas seront confirmés dans les prochains jours. La parade désormais, prendre ce variant de vitesse. Certaines personnes attendent d'être malades, attendent même plusieurs jours après pour se faire tester. Donc on perd énormément de temps et durant cette période, les gens contaminent leur environnement. Face à ce risque, le ministre de la Santé, Olivier Véran, souligne ce matin l'importance de la dose de rappel. La troisième dose ampute très fortement. En fait, on n'a jamais un niveau de protection aussi élevé que dans les jours qui suivent la troisième injection. Nous avons encore notre destin entre nos mains, c'est-à-dire qu'il ne tient qu'à nous. Vraiment, je ne dis pas ça pour incriminer qui que ce soit, mais juste pour dire, on a parfaitement compris les uns les autres comment fonctionnait ce virus. Comment est-ce qu'il se transmet, à quel moment il faut faire plus attention. On est clairement dans le moment où il faut faire très attention. L'OMS juge élevé la probabilité qu'Omicron se répande sur toute la planète, mais jusqu'à présent, aucun décès associé au variant n'a été signalé. On en vient à la fin de la visite du pape à Chypre. Le pape François a célébré une messe pour les catholiques venus de tout le pays et même d'au-delà, alors que le vieux continent fait face à une importante crise migratoire. Il a plaidé pour une Europe notamment qui accueille d'autres cultures. Jules Boiteau. Retrouver la fraternité et dépasser les divisions. C'est le message qu'a voulu envoyer le pape au second jour de sa visite à Chypre, où les arrivées de migrants ont augmenté de 38% cette année. Aux portes du foyer de la crise migratoire, le pape a mis en garde les Européens contre les murs de la peur et les intérêts nationalistes, lors d'une grande messe célébrée à Nicosie ce vendredi, devant plus de 7000 fidèles. Il a également souhaité une gestion plus humaine des exilés, ainsi que l'aide des autres membres de l'Union européenne. Chers frères et sœurs, face à nos propres obscurités et aux défis auxquels nous sommes confrontés dans l'Église et dans la société, nous sommes appelés à renouveler notre sens de la fraternité. Si nous ne dialoguons pas, si nous ne marchons pas ensemble, nous ne pourrons pas guérir pleinement de nos aveuglements. Une fraternité que le pape a décidé d'exprimer par l'accueil de 50 migrants au Vatican, qui rentreront avec le cortège apostolique. Après la venue de Benoît XVI en 2010, il s'agit de la seconde visite d'un pape sur l'île, que François décrit comme un point de rencontre entre l'Orient et l'Occident. Et enfin, plus d'un mois après la mort accidentelle par balle d'une cinéaste sur le tournage d'un western aux États-Unis, Alec Baldwin a donné sa première interview. L'acteur, auteur du Tir mortel, reste droit dans ses bottes. Vous allez voir, il estime ne pas se sentir coupable, ni même responsable. David Gilbert. La star américaine Alec Baldwin en larmes. Interviewé par un journaliste de la chaîne ABC, l'acteur a laissé éclater son émotion en évoquant la mort accidentelle le 21 octobre dernier de Halyna Hutchins, chef opératrice du film dans lequel il jouait. Il est notamment revenu sur le moment où tout a basculé. Je tiens l'arme à l'endroit où elle m'a dit de la tenir, c'est-à-dire en visant en dessous de son aisselle, c'est ce qu'on m'avait dit. Je commence à armer le chien, je ne vais pas presser la détente, je relâche le chien et le coup part. Donc vous n'avez jamais pressé la détente? Non, je ne pointerai jamais un pistolet sur quelqu'un en pressant la détente, jamais. C'est l'entraînement que j'ai reçu. La directrice de la photographie de 42 ans décède peu de temps après à l'hôpital. Le réalisateur du film est également blessé par le coup de feu. Une enquête est toujours en cours. Alec Baldwin, qui tenait le pistolet au moment de l'accident, estime qu'il ne peut pas être tenu responsable. Quelqu'un est responsable de ce qui s'est passé, et je ne peux pas dire qui, mais je sais que ce n'est pas moi. Je veux dire, je jure devant Dieu, si je me sentais responsable, je me serais sûrement tué si c'était le cas. Face au policier, Ana Gutiérrez-Reed, qui était responsable des armes à feu sur le tournage du western, a reconnu avoir fait preuve de négligence. Mais Alec Baldwin, qui est également producteur du film, est visé par des plaintes au civil déposées par des membres de l'équipe.